Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Marine Giovannini. Après une carrière dans la politique, Marine a fondé Human Project, un centre holistique et spirituel à Paris. Petite, Marine voulait être présidente de la République et créer un ministère du bonheur. Cela ne s'invente pas. Elle se dirige donc vers Sciences Po et une carrière dans la politique. Mais c'est vite la désillusion. Marine ne supporte pas que certains puissent trahir leurs convictions personnelles pour rester en accord avec la ligne du parti politique. Le déclic, le Covid. Elle qui sortait beaucoup avec ses amis, elle se retrouve soudain face à elle-même et se pose beaucoup de questions sur son avenir professionnel. Marine décide de partir au Mexique et c'est un véritable éveil spirituel. Pendant 2 ans, elle teste tout et se forme aux neurosciences. Elle fait des massages énergétiques par au Pérou pour un voyage initiatique avec un chaman dans la jungle, prendre de l'ayahuasca, se forme au Reiki, au bain sonore au Népal, entre autres. Aujourd'hui, Marine a fondé Human Project avec un studio à Paris, près de République. Au programme de la méditation, des bains sonores, du yoga, des danses extatiques, des coachings et des cérémonies de pleine lune. Un espace global pour augmenter sa fréquence vibratoire, régénérer son mental et se reconnecter à son corps. Alors avec Marine, on a évoqué sa carrière dans la politique, ses désillusions, sa vie d'avant où elle sortait beaucoup pour ne pas voir ce qui lui manquait, son éveil spirituel, ses rêves avec Human Project et aussi la réalité et les difficultés de l'entrepreneuriat. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Marine. Bonjour Marine, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour, je suis trop contente d'être là. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Marine. Actuellement, j'ai 32 ans et je vis à Paris. J'ai créé un studio holistique qui s'appelle Human Project et dont le but est de justement, permettre aux gens de trouver l'éveil dans le quotidien, de trouver planter des petites graines pour que les personnes puissent justement mettre de la conscience dans leur quotidien et se sentir mieux, et puis être mieux aussi avec le monde. Alors, c'est assez dingue parce que tu décris comme se sentir plus humain grâce à Human Project. Donc, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Mais alors, d'abord, tu vas nous raconter ce que tu faisais avant. Alors, avant, moi, j'ai fait plein de choses. Je me suis jamais trouvée professionnellement. J'ai toujours enchaîné plein de travails différents en me disant que j'avais pas trouvé ma place. Donc, j'ai travaillé franchement dans un tas de domaines différents, notamment en e-commerce, en politique, en communication dans des boîtes, en marketing. Et du coup, j'ai vraiment un peu fait un petit train pour essayer je me disais tout le temps, bon, mais si tu trouves une autre expérience, ça ira mieux. Peut-être t'as pas trouvé ce qui te correspondait jusqu'au Covid où en fait, je me suis dit, j'ai besoin de travailler pour moi, je pense. Oui, alors parce que tu as étudié à Sciences Po Toulouse, donc d'où ton affinité avec la politique. Et ensuite, tu t'es un peu plus tournée vers le marketing. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu avais choisi de faire Sciences Po et puis comment tu avais eu envie de faire de la politique ? En vrai, c'est assez classique. J'étais très bonne élève, donc on m'avait toujours destinée à une carrière assez élitiste. Donc pour mes parents, soit je faisais HEC, soit je faisais Sciences Po parce que j'étais pas très forte en maths. Enfin, j'aimais pas les maths, donc je faisais pas trop d'efforts en maths. C'était pas trop mon truc les chiffres. Et j'ai toujours été très littéraire, donc je me suis plus orientée vers Sciences Po. Et quand j'étais petite, je sais pas, j'avais un peu ce délire d'enfant de vouloir être président de la République et de faire un ministère du bonheur. Donc en vrai,
J'avais l'impression, en tout cas, que au niveau politique, c'était un peu les décisionnaires de si les gens ils étaient heureux avec ma vision d'enfant. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester. Et puis voilà. Oui, c'est rigolo parce que je trouve que finalement, ce que tu fais maintenant, c'est assez engagé aussi. Bon, on y reviendra, mais il y a finalement un petit parallèle où est-ce que tu t'es dit, je peux pas changer les choses, finalement, c'est pas forcément finalement pour le bien-être de tout le monde, la politique. Donc, je vais peut-être faire autre chose. Un peu comment ça s'est passé pour toi? T'as eu un peu une désillusion en politique? En politique, oui. En fait, ce qui me gênait le plus, honnêtement, hein, en tout cas, c'est moi ce que j'ai vécu. C'était que on pouvait trahir ses convictions personnelles pour les convictions d'un parti et suivre en fait pour ne pas être exclu de quelque chose, suivre faire semblant de croire à quelque chose où en privé on n'y croit pas. Et ça, j'avais beau tourner dans tous les sens, je suis d'accord voilà, quand on croit à une cause, peut-être on croit pas en tout et il y a des choses avec lesquelles mais du coup, pourquoi on n'a pas le droit de le dire? En fait, tout était lissé. Et je comprends peut-être que c'est la cacophonie si tout le monde met un peu son grain de sel, voilà. Mais en fait, moi, en tout cas, personnellement, c'était au-dessus de mes forces de trahir mon authenticité. Et tu faisais quoi exactement dans ta carrière en politique? Alors, la première fois, j'ai fait un stage au moment de Copé Fillon à l'UMP. Et ensuite, j'ai travaillé pour les élections européennes et la campagne des élections européennes et je gérais tout ce qui était communication digitale. Et donc, ouais, t'as été un peu déçue, en fait, tu t'étais en conflit avec toi-même, en fait. En fait, c'était vraiment avec moi-même parce que au-delà de ça, j'adorais un peu l'esprit d'équipe, un peu Communauté, ouais. ouais, ça j'aimais, mais c'était plus le fait de devoir pas être son vrai soi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu et devoir fermer les yeux sur des choses pour le bien-être du parti et du coup, ça perdait de son authenticité pour moi. Ouais, et donc après, tu t'es dirigée un peu dans plus vers le marketing. Oui, après j'ai travaillé en fait alors pas vraiment, alors le marketing c'était avant et après en fait j'ai été embauchée par Villemotte et Associés qui est un cabinet d'architectes pour faire tout ce qui était du business développement et travailler à développer en fait l'image du cabinet, mais le Covid était arrivé, enfin ça a été une drôle de période, toute cette période-là où du coup les priorités ont changé et c'est vrai que ce soit dans la com ou des choses comme ça, de suite, on va dire que c'est un peu les premiers trucs qui pêchent parfois. Quand il y a une crise, on se dit bon on n'a plus trop le temps de faire du superflu, même si ça ne l'est pas. Hein, mais voilà, il y a une sorte de désintérêt de toute la partie qu'on m'avait confiée et moi de désintérêt de travailler pour quelque chose Qui avait pas de sens, ouais, qui avait moins de sens qu'en fait vraiment le Covid, je me suis dit mais est-ce que je vais travailler jusqu'à 65, 10, je sais même pas combien. Comme ça, en fait, c'était la notion de pas avoir mon temps propre qui était la plus difficile. C'était vraiment de me dire, en fait, j'arrive à 8h30, je pars à 7h, j'ai le temps de rien faire. Et en fait, je suis dans une espèce de robotique de vie où même si je sais pas, je dois aller à la poste à 16h, je dois me justifier. Si j'ai fini un jour à 17h, j'ai plus de travail, je dois me justifier. Et en fait, c'était quelque chose qui, pour moi, je me sentais un lion en cage, quoi. Et alors, comment ça s'est passé? Parce que donc tu dis que tu as cherché un peu ton chemin pendant un moment. Bon, j'imagine que c'est le cas pour beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent. Avec le recul, tu vois, quel conseil tu donnerais quand on est un peu perdu comme ça, quand on enchaîne? Qu'est-ce que tu conseillerais de s'arrêter finalement? C'est bien en même temps d'essayer plein de choses. Qu'est-ce que tu conseilles un peu avec le recul sur cette période? Avec le recul, c'est compliqué parce qu'en gros, on est vraiment des personnalités différentes. Donc, il y a des gens qui vont, dans le cumul de choses, à un moment, trouver un fil qu'ils vont tirer. Mais il y a d'autres gens qui vont se perdre dans dans cette mécanique-là, et donc qui ont besoin de silence. Mais il y a des gens qui vont aussi s'enliser dans le silence. Donc, c'est très personnel pour moi ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Mais le conseil que je donnerais, c'est écouter son intuition. Et en gros, on sait si c'est bon ou si c'est pas bon pour nous. Et en fait, peu importe la manière dont on le fait, mais de faire le premier pas
Et en gros, une fois qu'on a fait le premier pas, c'est comme si la machine, elle était un peu enclenchée et de faire confiance, en fait, de faire confiance que quand on choisit avec notre cœur, ben, peu importe le temps que ça va prendre, la sécurité dont on a besoin à côté, parce que des fois, on continue de travailler, mais on développe. Donc forcément, on n'a pas la même énergie que si on fait que ça. Et du coup, ben, peu importe le temps que ça prendra, ça va nous amener vers quelque chose qui nous est plus destiné. Et alors, comment ça s'est passé pour toi? Donc là, tu t'arrêtes au moment du Ouais. Covid. Donc, tu perds ton job, en fait, à ce Non, moment-là? Comment ça se passe? pas du tout. En fait, pendant le Covid, juste je me rends compte, moi j'étais quelqu'un qui sortait énormément, qui pouvait pas trop être seule, et en fait j'étais dans un rythme de vie vraiment effréné. Le Covid, je me suis dit, je vais mourir, je vais crever. Je pouvais pas passer une soirée. Alors un lundi c'est allé, mais c'était mort. Un vendredi sur mon canapé, j'avais le FOMO comme jamais. Donc pour moi, un week-end bien rempli, c'était un week-end où j'ai pas vu le jour, quoi. Donc, on partait de loin. Et en fait, je me suis retrouvée à aller chez mes parents dans le sud de la France et avoir rien à faire. Rien. Et en fait, j'ai adoré. Je me suis retrouvée vraiment d'arrêter de boire, d'arrêter de sortir. J'avais l'impression que mon cerveau, c'est comme si on enlevait un nuage et que j'avais enfin les idées claires. C'est comme si je faisais que mettre des rustines sur un gros trou pour pas le voir. Mais le Covid, il m'a fait voir qu'en fait, il y a un trou, il faut changer le pneu, en fait, ça va pas. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai qu'en plus, c'est le cas pour beaucoup de Parisiens, hein. Le côté, je travaille beaucoup, tous les soirs, je vois plein de gens différents. Et puis, en fait, tout le monde a cette même routine. Donc, on se dit que finalement, bah, c'est OK. Et en fait, on fait plein de choses pour s'empêcher de se poser les bonnes questions, en Ouais, fait. c'est exactement ça. Et en fait, du coup, j'ai continué, après le Covid, pendant 6 mois, j'ai continué à faire ma vie d'avant, mais sans plaisir. J'étais plus à ma place, je pouvais plus. C'est comme si tout d'un coup, j'avais vu un éléphant dans le salon et que j'essayais absolument de le faire disparaître, mais je pouvais plus. Il était là. Donc, j'ai décidé de partir voyager, de faire une pause. Moi, j'avais fait 18 mois de CDD, donc je finissais mon CDD en décembre. Et je m'étais dit, tiens, c'est l'occasion idéale pour partir voyager. Donc, ils m'ont gardé en freelance, donc ça m'a donné un peu de sécurité pendant quelques mois. Et moi, je suis partie au Mexique. Je devais rester 1 mois et demi. Je suis restée 4 mois. Je suis rentrée, j'ai déménagé de Paris, j'ai arrêté mon freelance. J'avais besoin de me retrouver face à moi-même pour savoir ce que j'avais envie de faire. Et en fait, ce face à moi-même, je pensais qu'il allait durer pas très longtemps. Et en fait, il a duré 2 ans. Ah ouais. Ouais, 2 ans de formation, 2 ans de réflexion, 2 ans de énorme travail sur moi. Et en fait, de déconstruction totale de ce que je pensais vouloir, que ce que je pensais être. Et en fait, mais dès les premiers moments de break, j'ai su que j'allais créer Human Project. Mais je ne savais pas ce que Human Project serait. J'avais juste mon contenant. Et petit à petit, au cours des 2 ans, ça s'est rempli. Je me suis formée au Reiki, je me suis formée en coaching en neurosciences, je me suis formée en sound therapy. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à recroire en quelque chose. Et l'année dernière, je m'étais dit, mon rêve, c'est d'avoir un centre. Et l'année dernière, on m'a proposé un lieu et je me suis dit, mais c'est une blague. Le lieu on dirait qu'il est fait pour ça. Et c'est parti comme ça. Et c'est au Mexique que tu as découvert un peu tous ces soins holistiques? Complètement. Je connaissais rien. Vraiment, j'avais fait une fois de l'acupuncture quand j'avais peut-être 16 ans parce que j'avais un problème, enfin mal au dos, d'être sur la chaise de cours. Non. Mais franchement, je me rappelle, ils nous avaient proposé une méditation avec ma mère. On y était allés, on a dû partir tellement on était en fou rire. Enfin, j'étais pas trop dans ce truc-là. Et en fait, au Mexique, oui, la première fois que j'ai rencontré une copine de copine là-bas qui était à fond dans tout ce qui était cérémonie d'ayahuasca, etc. Ouais, parce qu'ils font beaucoup là-bas tout ce qui est chaman. Ouais. Et en fait, j'ai commencé mon premier truc, ça a été un soin, un massage énergétique. Et je me suis fait super chier. C'était hyper long. Je sentais pas grand-chose. Et à la fin, le mec m'a dit, ça va? Et je lui ai dit, ouais, super, c'était trop bien. Et il m'a dit, je ne comprends même pas comment tu peux me dire ça, puisque tu n'es pas du tout dans ton corps. Donc, je ne sais pas comment tu as fait pour ressentir quelque chose. Et là, je me suis dit,
comment il sait le mec? Et je me rappelle partir en vélo et me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je fais du vélo, je suis dans mon corps. Je savais pas de quoi en parler. Mais en même temps, toute ma vie, j'ai toujours eu l'impression d'être une petite sorcière. À 11 ans, j'ai fait ma valise pour partir à Poudlard. C'était le moment Harry Potter. Je suis vraiment la génération où c'est sorti au moment. Et du coup, en fait, j'étais persuadée toujours qu'il y avait autre chose. Et j'ai toujours été persuadée que il y avait trop de coïncidences pour que ce soit des coïncidences. J'ai toujours été, dans un sens, très connectée, mais sans le savoir. Ouais, c'était là, mais t'étais pas initiée en fait. Pas du tout, ouais. Et comment ça s'est passé alors pour que tu arrives à justement à retourner dans ton corps? Et ben, franchement, le temps, d'où les 2 ans, je pense, de gestation, entre guillemets. J'ai fini par prendre l'ayahuasca au Mexique, qui m'a dit, il faut que tu ailles dans la jungle au Pérou. Donc, je suis allée au Pérou. Je suis restée 1 mois et demi dans la jungle. En fait, j'ai vraiment suivi mon instinct qui m'a amenée dans à la fois des trucs merveilleux, à la fois des catastrophes. Ça a bouleversé toute ma vie. Et je pense pas que ce soit complètement nécessaire. Je pense que c'est moi qui suis un peu jusqu'au boutiste dans tout ça. Et puis peut-être que comme j'avais envie de lancer, sans le savoir, j'avais peut-être besoin de l'enseigner et du coup de chercher mes limites aussi dans mes croyances. Oui, parce que c'est ça le soin, le nom hein, que tu dis, c'est comment, c'est ça le soin qui dure 3 jours, on te donne de la potion par les chamans. Ça dure pas 3 jours. Enfin, ça dépend si tu fais des retraites ou pas. Mais ouais, ça dure bien 8, 9 heures, quoi. Et ça se passe comment? Ben, on te donne, en fait, il y a un chaman qui ouvre une cérémonie, puis il te donne un truc à boire, une substance, et en fait, c'est hautement hallucinogène, et donc tu te connectes à toi et à des choses extraordinaires. Mais voilà, c'est encore, je suis trop contente de l'avoir expérimenté, mais aujourd'hui, avec le recul de ces 3 ans passés, des fois, je me demande si on a besoin de tout savoir. Et c'est pour ça que j'ai créé le centre, en fait. Parce que je me demande si, en fait, le but, c'est le bien-être. Donc, bien sûr qu'il y a une déconstruction nécessaire de croyances, mais parfois, est-ce que revivre tous ces traumas qui parfois viennent d'autres vies ou de choses oubliées, en tout cas pour moi, je me suis posé la question si ça a toujours été vraiment nécessaire parce que finalement, il y a des trucs, je sais pas si ça m'a servi en bien de découvrir ça, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est un peu le côté, il n'y a pas forcément besoin d'une introspection pour se faire du bien, en fait. Ouais, ouais, voilà. Il n'y a pas forcément d'aller besoin de déterrer tous les cadavres du placard. Enfin, en tout cas, dans mon parcours, je pense que c'est parfois peut-être nécessaire quand il y a un déni ou quelque chose qui empêche de bouger et qu'on est obligé d'aller regarder potentiellement. Mais moi, je suis pas spécialiste du trauma, je suis pas spécialiste. Je veux juste que, tu vois, voilà, des gens qui ont peut-être déjà fait des travaux ou pas, mais puissent sortir de croyances limitantes parce qu'on s'en met tous, hein, toi, moi, nos parents, nos frères, nos sœurs, tout le monde. Et en fait, identifier ce à quoi on croit, est-ce que ça nous sert, par quoi on le remplace, en fait. Et au final, j'ai expérimenté dans ma guérison et dans ma vie que ce à quoi on croit, ça se passe. Et alors, comment ça s'est passé? Donc là, tu expérimentes plein de choses. Bon, de ce que je comprends, tu avais besoin un peu d'un gros choc, en fait, parce que peut-être t'as été trop loin, en fait, dans le processus de pas faire ce que tu avais envie. Et donc, comment ça se passe? Comment tu te dis, bah voilà, je vais créer Human Project, un peu comment ça se construit, et puis aussi, est-ce que tu peux nous le présenter? Bien sûr. Donc, en fait, ça a commencé vraiment... en fait, je me suis formée avec le Reiki en premier. Donc, en fait, j'avais ce nom. Un jour, je me suis réveillée, mais avec ce nom. Mais voilà, au début, je voulais faire du consulting bien-être pour les entreprises, donc rien à voir. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais envie, en fait, de parler avec les gens, plus que de l'institutionnel. Donc, du coup, j'ai fait du Reiki. Donc, Human Project, ça a commencé par être des petites séances de Reiki à droite à gauche pour les amis d'amis. Est-ce que tu peux présenter peut-être le Reiki pour les auditeurs qui connaisseraient pas? Le Reiki, c'est un soin énergétique qui va réaligner en fait l'équilibre énergétique du corps et venir apposer les mains sur les chakras, et donc c'est les principaux centres d'énergie du corps, et remettre un peu à niveau l'énergie corporelle et l'énergie des corps. Et donc c'est un peu comme une sorte de nettoyage de l'aura. En fait, ça remet un peu l'église au centre du village, si on peut dire ça comme ça.
C'est rigolo parce que et j'ai eu une précédente invitée qui nous avait raconté que elle avait été faire un soin Reiki et c'est au cours d'un soin Reiki qu'elle a décidé de démissionner parce que en fait la personne lui avait dit non mais bah comme exactement ce que tu expliques ça va pas du tout, t'es pas du tout dans ton corps, vraiment c'est vraiment une trop mauvaise énergie, il faut que tu fasses quelque chose dans ta vie. Et là elle s'était dit bon bah ok bah je démissionne et c'est comme ça que j'ai découvert le Reiki parce que moi c'est vrai que je connaissais pas, j'ai pas encore essayé non plus. Et c'est vrai que ça, en fait, c'est source de un peu chamboulement dans la vie, ouais. Bah ouais, ça dépend pourquoi on vient, mais en tout cas, oui, ça permet en fait de se reconnecter à son être authentique. Donc en fonction de ce qu'on entend, parce que l'être, il est toujours là. C'est le mental qui vient parasiter un peu en nous mettant des peurs, en nous mettant des croyances, en nous mettant des faux objectifs qui vont satisfaire l'ego, mais qu'on a tous. Hein, attention, il n'y a pas de jugement là-dedans. Et en fait, le Reiki, ça reconnecte à l'être authentique qui, lui, ne ment jamais, est toujours dans l'amour et a toujours beaucoup d'énergie. Donc, en général, quand on est anxieux, quand on manque d'énergie, quand on dort pas, c'est qu'on n'est pas au bon endroit dans son corps. Et d'autant plus à Paris, dans une ville qui est quand même énergétiquement dense, c'est facile de sortir de son centre. Et tu penses qu'on est toujours la même personne? Non, on est la même personne aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle aussi d'instant présent. En fait, tout le monde change, tout le monde évolue. Si on regarde dans la nature, il y a rien qui reste pareil. Tout évolue. C'est une fausse croyance, ça, que tout doit être... Pareil, ouais. Ouais, on change. On peut pas savoir si on va rester toute la vie ensemble. On est deux êtres qui se transforment. Soit on se transforme ensemble et c'est magnifique. Mais si on se transforme différemment, il faut se séparer. Ça n'a aucun sens de se forcer à être au milieu. Et personne n'est heureux aussi. Et pareil avec le travail, ça peut nous plaire pendant 3 mois, puis plus du tout. Et en fait, on n'a pas à se justifier. On a le droit de changer d'avis. Et alors, excuse-moi, donc je t'ai coupé, mais donc tu fais quelques soins Reiki à droite, à gauche. Et ensuite, je vois qu'il y a quelque chose qui m'appelle plus, c'est vraiment de coacher. Parce qu'en gros, le Reiki, c'est dans le corps, mais je vois que j'ai besoin d'associer le mental, parce que le mental régit quand même beaucoup de choses, surtout dans nos sociétés actuelles. Donc, j'ai besoin d'aller casser un peu cette coquille, on va dire. Et du coup, je me forme, donc c'est 1 an de formation pratiquement. C'est une grosse formation. Et pendant cette formation, c'est vraiment du travail. Donc, en fait, je me mets à fond dans ce truc-là. Puis, je continue de lire, de faire du Reiki. Et cette formation, je suis diplômée en septembre l'année dernière. Et je pars au Népal juste après, où je me forme au bol. Mais pareil, c'était vraiment un hasard. Parce que j'y allais pour faire un trek. Puis, j'avais pas envie de partir. Donc, j'ai cherché une formation en me disant, je vais passer mon degré 3 de Reiki là-bas. Et en fait, en arrivant au centre, ils faisaient en même temps une formation de bol. Et je me suis dit, c'est trop cool, je vais essayer. Et en fait, ça m'a fascinée. Et j'ai acheté des bols et je suis rentrée avec en France. Et j'ai commencé à faire mes petits bols. Ouais, les bols, c'est le bain sonore. Ouais, hein, le bain sonore. Et alors, petite question pratique, peut-être. Comment tu as financé un peu ces 2 ans d'introspection? Et en fait, j'étais au chômage. Donc, ma formation, elle a été prise j'ai trouvé un organisme qui l'a financé à hauteur de presque 80%, un organisme privé. Et moi, j'avais mon chômage. Donc, en fait, quand je suis partie au Mexique, j'étais en freelance. Ensuite, quand je suis allée dans la jungle, c'était voilà, des vacances, quoi. Et ensuite, comme j'étais en formation, j'ai eu 2 ans de chômage. Donc, ça m'a permis vraiment de faire une pause. Et après, Human, parce que moi, j'ai commencé Human quand j'avais plus de chômage, ce que je déconseille un petit peu quand même, parce que c'est sauter sans filer. Mais bon, si on en a besoin, au final, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est vrai que c'est du stress quand même. Je vais pas mentir, j'ai été très stressée au début. Et en fait, quand j'ai commencé Human, c'était mes économies personnelles que j'avais gagnées en travaillant depuis quelques années. Et donc, t'as fait un centre assez rapidement. Donc, tu fais les soins un peu. Donc, et tu t'es lancé assez rapidement de se dire, il me faut un local, un centre. Et c'est beaucoup d'investissement quand même de se lancer directement avec un centre, ouais. Ah oui, en plus, j'avais pas de communauté. Moi, je sortais de nulle part. Non, en vrai, c'était sportif. Mais moi, vraiment, j'ai une croyance. Alors, attention, ça m'a mis quelques cheveux blancs parce que je fais très attention aussi que les gens croient pas que c'est tout beau, tout rose. C'est pas parce qu'on essaye et que ça marche que y a pas eu de moments compliqués. Il y a eu des moments de panique totale, de pleurs pendant 4 jours, à me réveiller la nuit, à me dire mais qu'est-ce que j'ai fait?
Parce qu'en gros, j'avais cette croyance de Marine, si tu mets la barre plus haut, tu vas sauter plus haut. Et je me disais, t'es obligée. Ça peut pas être autrement. Si tu crois en toi et que tu te mets cet objectif et que tu le sens bien, tu vas y arriver. Et du coup, j'ai dit, vas-y, je signe le bail. Et en fait, quand ça c'est fait et que les premières choses sont engagées et que tu te dis, mais comment je vais faire? Là, la panique arrive. Mais en effet, avec les mois de recul, si j'avais un conseil à donner, même si je l'ai pas appliqué pour moi, mais j'aurais bien aimé l'avoir. Et parfois, quand on le dit, on n'y croit pas. Mais l'univers a un plan pour nous. Et en fait, si on veut, eh ben, on trouve une solution. Et ça, c'était quelque chose où moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Personne dans mon entourage a créé un business. Mes parents étaient plus paniqués à l'idée que je sorte du salariat. Et je me suis quand même lancée, mais j'avais cette croyance de ça va être difficile. Et en fait, ça a été difficile. C'est vrai. Donc, tu as créé Human Project. Donc, pour peut-être le décrire, c'est un centre holistique et spirituel à Paris, donc à côté de République. Et tu fais de la danse extatique. Alors, tu vas nous raconter après ce que c'est, ce que je connais pas du tout, du bain sonore, yoga, méditation et coaching. Donc, c'est vraiment très complet. Et peut-être, est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'il faut s'inscrire à des cours? Un petit peu, voilà, si on a envie de tester Human. Oui, alors en effet, donc on a mis en place toutes ces pratiques. Et puis les cours sont ouverts, oui, sur le site. On peut prendre à l'unité, on peut prendre. Il y a une formule aussi d'abonnement avec des cours illimités. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Et on a aussi une application sur Apple Store, quoi, qui s'appelle Human Project, et c'est encore plus clair, je trouve, que le site internet. Et en fait, on voit tout, la description des cours, et on peut venir en réservant un cours n'importe quand et puis se présenter chez nous. Et on peut venir sans s'inscrire? Non, parce que en fait c'est un peu caché. Donc si vous avez pas si vous inscrivez pas, vous avez pas les codes. Et sans code, c'est pas trouvable. C'est pas du tout sur rue. C'est comme un appartement. Ah oui, ok. Et alors, est-ce que tu peux nous présenter la danse extatique? Oui, la danse extatique, c'est vraiment une pratique d'expression du corps. Moi, je l'associe presque à une session de thérapie parce qu'en gros, notre corps, il emmagasine toutes les émotions qu'on a sont stockées dans nos corps. Voilà, si c'est un jour où on se sent triste et tout ça, le corps, de danser, ça met en mouvement l'énergie. Et ça permet de remonter son taux vibratoire et donc d'aller sortir en fait des choses qui seraient coincées un peu à l'intérieur. Et est-ce que c'est aussi pour les non-initiés, tu vois, parce que comme c'est des pratiques qui sont assez, tu vois, aguerries, tu vois, moi par exemple, je connais pas beaucoup, enfin tu vois, j'y connais rien. Est-ce que c'est aussi fait pour les personnes, voilà, qui n'ont jamais fait ou voilà, un petit peu Bah, mon centre, il est à destination des personnes vraiment débutantes. En fait, j'ai créé le centre parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé connaître à Paris et qui m'aurait permis de m'éveiller sans forcément un chamboulement de vie total. On n'est pas obligé de ça, en fait. On peut juste, ça peut être très facile, en fait. C'est aussi le recul que j'ai sur les choses, c'est que il suffit de prendre la responsabilité et de se dire, OK, c'est différent et c'est différent demain. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu créer, c'est que tout le monde est bienvenu. Les gens initiés, ils vont trouver aussi de quoi nourrir leur pratique et du coup, en fait, le but, c'est de rendre les gens autonomes et responsables. Donc, chacun va à la profondeur qu'il peut et récupère le message qu'il peut. Et du coup, bien entendu que c'est ouvert aussi aux non-initiés qui vont aussi, parfois juste se réapproprier le corps avant d'accéder à l'émotionnel, se réapproprier des parties du corps, des appuis, des sensations en fait, j'ai honte, j'ose pas bouger mes hanches. Mais en fait, si tout le monde a les yeux fermés, personne me regarde, peut-être je peux bouger. Et en fait, les gens, ils sourient à la fin, quoi. Oui, alors, donc c'est un espace pour augmenter sa fréquence vibratoire, dont on a un petit peu parlé, et recharger ses batteries. Alors, c'est quoi la fréquence vibratoire? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? En gros, on va dire que le vide, il n'existe pas, que tout est un champ électromagnétique. C'est scientifiquement prouvé. Et nous-mêmes, on est un champ électromagnétique. Donc nous-mêmes, par exemple, l'exemple le plus facile qu'on prend tout le temps, c'est on est dans une pièce, quelqu'un rentre, on se sent instinctivement heurté par sa présence, genre ah non, bad vibe, ou alors à l'inverse, genre ah trop cool, ou alors le coup de foudre, genre waouh, on sait pas ce qui se passe. Ça c'est
des fréquences qui se reconnaissent. Donc, en gros, on va se dire que chaque mot, tout a une fréquence vibratoire. Et en fait, en fonction de ce dont on se remplit, on vibre de ces fréquences-là. Donc, au plus, on va mal manger, se dire qu'on est nul, être dans des choses qui nous plaisent pas, ruminer, être en colère, frustré, jaloux, peu importe, des émotions un peu négatives. Au plus, on va vibrer comme une fréquence de radio. On va capter les choses qui vibrent pareil que nous. Donc, on va capter des choses à fréquence vibratoire plus basse. Donc, c'est pour ça que des fois, on parle des cercles vicieux. Quand on a quelque chose qui va pas, on se met à vibrer plus bas. Et en fait, le temps qu'on remonte, on se tape toutes les merdes. C'est un peu ça. Et à l'inverse, quand on repart vers le haut, bim, c'est un cercle vertueux. Et il y a plein d'expériences qui ont été faites scientifiquement. Je sais pas si tu connais l'expérience avec le riz. En gros, c'est du riz qui est mis dans un bol. Et il y a un riz à qui on dit « t'es super beau, t'es le meilleur riz du monde ». Et le riz, au bout de 3 semaines, il n'a pas pourri. Il y a un riz à qui on lui dit « t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es un riz pourri ». Et il pourrit. Et il y a un riz qu'on ignore et c'est lui qui est dans le pire état. Parce qu'au final, l'être humain, il a besoin d'interaction. Et même si c'est des mauvaises interactions, c'est encore mieux que l'indifférence. Ah ouais, c'est fou. Si je savais pas le côté indifférence. Et comment t'expliques? Parce que quand même, je trouve que on a quand même une tendance d'énergie négative, tu vois. C'est plus facile de se laisser aller à une énergie négative plutôt que d'être positif. Comment tu l'expliques ça? Je pense que c'est vraiment des fausses croyances. Tu vois, je trouve que dans le monde dans lequel on est, tu vois, il y a quand même beaucoup de négatifs. Oui, mais parce que, en fait, ok, on va se poser la question. Imagine les autorités, comment ils contrôlent les masses. En vrai, hein, c'est pas du tout pour faire de la propagande à 2 balles, etc. Mais c'est par la peur. C'est par justement ces énergies qui vibrent bas, où tout le monde se tient tranquille dans l'espoir de avoir plus. Mais si tout le monde était complètement libre, complètement heureux, complètement joyeux, personne croirait tout ce qu'on nous raconte. Et du coup, c'est comme si, il y a un certain intérêt à ce que les gens se sentent mal, parce que du coup, on va consommer pour se sentir mieux, parce qu'aujourd'hui, la consommation, elle est complètement extérieure. C'est aussi pour ça que, avec le centre, moi, j'ai envie que ça vienne de l'intérieur, qu'on se sente bien dedans. En fait, dès qu'on se sent bien dedans, on rajeunit les cellules, elles se renouvellent, on a un coup d'éclat. Regardez, quand on tombe amoureux et tout d'un coup, on a l'impression de revenir super beau, super tout. C'est comme s'il y avait un intérêt à maintenir les gens dans une énergie basse, parce que ça permet de leur faire croire qu'ils ont besoin de choses inutiles, donc dans la consommation. Ça permet aussi mine de rien, l'industrie pharmaceutique, c'est pas du tout, bien sûr qu'il y a des médicaments qui servent, mais un des plus gros pays consommateurs d'antidépresseurs. Et en fait, on n'est pas du tout dans la prévention en France. Il faut se poser la question, pourquoi on a les moyens d'être dans la prévention? Et quand on voit que tout ce qui est naturopathie, homéopathie, c'est même plus considéré par la sécurité sociale, etc., alors que c'est de la prévention. Et en fait, voilà, j'ai l'impression que d'être dans une énergie basse comme ça et de faire croire aux gens, surtout qui peuvent pas réaliser leurs rêves. Imaginez si tout le monde réalisait ses rêves, si tout le monde pensait que tout était possible. Il y aurait plus, enfin, tout le monde ferait ce qu'il voudrait. Je pense que personne resterait dans un bureau, honnêtement, de 8h à 18h pour gagner 1 300 € à la fin du mois. Personne. Ouais, c'est vrai. Et alors, toi, quand tu t'es lancé un petit peu dans tout ça, comment ont réagi tes proches, tes parents comment ça s'est passé, tu vois, un peu l'annonce de ta reconversion, en plus pour un domaine qui est assez atypique, tu vois, faut quand même être averti un peu sur le sujet. J'ai vraiment trop de chance, moi. Tout le monde m'a dit trop bien, fonce, c'est ton truc. Tout le monde me dit mais essaye, va au bout de ton rêve et puis même si ça rate, même si tu perds de l'argent, en fait t'auras vécu et ça sera une expérience. Ouais, ça a été bien pris, t'as pas eu de... Non, franchement, c'était vraiment... je suis super soutenue, en fait, par ma famille qui croit. Des fois, quand moi, j'y crois plus, c'est mes petites roues de vélo, quoi. Et donc, du coup, ça fait 1 an que t'as ouvert le centre? Alors, officiellement, le centre, il a ouvert il y a 1 mois. Ah, félicitations! Ouais, merci. Et c'est juste que ça fait 1 an que je suis revenue à Paris et que moi, je faisais 2 fois par semaine des sound baths, mais il n'y avait pas un centre comme ça. Ah, d'accord.
Et alors, comment s'est passée l'ouverture? Est-ce que c'était comme tu l'imaginais? Ben, jamais. Non, non, c'est jamais enfin, en tout cas, si, peut-être pour certains, mais non, c'était pas du tout, l'ouverture, c'est à peu près passé comme je l'imaginais, même au-delà de mes espérances, qu'on a eu vraiment beaucoup de monde. Mais après, et la direction que ça prenait, c'était pas vraiment ce que j'imaginais. Et c'est aussi ce travail j'imagine que tous les gens qui ont des boîtes ont ce travail-là au départ, il y a des projections, et puis ensuite il y a la réalité. Et du coup, ben, pendant les premiers mois, le business s'adapte. Ben, il y a des cours qui marchent, des cours qui marchent pas. Ouais, il y a un côté business qui est un peu rentré dans Ouais, l'équation, quoi. ouais, c'est obligé. Franchement, c'était un truc où j'avais presque la culpabilité de le faire. Et en fait, ça fait partie aussi il y a un loyer à payer à la fin du mois. Ça fait aussi partie de l'équation. Et je suis obligée de mettre des casquettes que j'apprécie pas forcément. Oui, oui, j'avais lu comme ça qu'en fait, l'entrepreneur et du coup le chef d'entreprise, en fait, c'est lui qui va faire toutes les tâches que soit les autres peuvent pas faire ou soit ne veulent pas faire. Et donc, en gros, bah, à la fin, s'il faut nettoyer les toilettes, par exemple, et qu'il y a personne pour le faire, bah, c'est lui qui va le faire, quoi. Et on n'imagine pas un peu ça, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, bah, à la fin, c'est chez lui, quoi. Donc, c'est à lui de le faire, quoi. Oui, il y a une responsabilité énorme sur les bras ben, je sais pas, t'as prévu un week-end, il y a un atelier, il y a personne pour donner les clés, ben, tant pis, t'y vas pas, quoi. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais qui des fois, voilà, tout est sur tes épaules. Et t'es heureuse aujourd'hui? Ça veut dire quoi être heureuse En fait, je suis assez fière de ce que j'ai monté. Je suis contente d'être au début de mon chemin, mais je suis pas encore arrivée là où je voulais arriver. Et du coup, je suis encore dans une phase de tension un peu et de stress de début. Il y a pas de rythme de croisière encore. Pour être vraiment dans la transparence totale, c'est encore très incertain. Enfin, c'est un peu, ça fluctue, on doit s'adapter tout le temps. Et du coup, je pense que oui, si je me connecte vraiment à mon cœur, je suis trop fière et trop heureuse de ce que je fais. Mais c'est un peu encore où je retiens encore un peu mon souffle. Je suis pas encore de cette phase un peu d'apaisement, Ça y est, c'est fait. ouais. C'est normal dans toutes les reconversions. Je pense que les débuts sont toujours un peu compliqués parce que c'est vraiment beaucoup de changements en fait. Donc, il y a beaucoup de nouvelles choses à mettre en place. Et quand on se lance en entrepreneuriat, c'est aussi encore plus compliqué. En fait, je pense qu'on est autant excité que en même temps stressé, quoi. Enfin, les deux vont de pair un peu. Puis il y a comme une nouvelle identité. Oui, il y a une sorte de, comme tu disais tout à l'heure, ouais, est-ce qu'on change? De se reconvertir, ça nous change forcément parce que ça vient réveiller des peurs, des rêves, de l'instabilité qui, bah, quand on l'a pas fait, parfois on peut pas se rendre compte de ce que ça va entraîner comme changement dans nos vies. Ça va changer aussi notre vibration. Moi, c'est le meilleur cadeau que je me suis fait, mais ça empêche que, ouais, c'est difficile. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve ça difficile. Et alors, tu dis que t'es pas encore au bout de ton rêve, t'es pas encore arrivé à ton rêve. Alors, c'est quoi ton rêve? Bah, moi, j'aimerais que, tu vois, Human, ça soit vraiment une communauté, que je puisse plus développer mon côté coaching parce que, en gros, là, je me suis concentrée sur le lieu, mais ça me manque les one-on-one, en fait. Ça me manque de pouvoir vraiment accompagner les gens et d'observer un changement sur le long, enfin, sur le moyen terme parce que c'est pas très long le coaching, mais en tout cas, je me rends compte que j'ai besoin voilà, d'aller en profondeur avec les gens, d'apprendre à les connaître, de pouvoir les guider et en fait de leur redonner leur pouvoir. C'est vraiment ça que je veux faire. Moi, je fais rien. C'est la personne qui fait tout, mais juste on la guide vers reconnecter avec son plein pouvoir. Et du coup, mon rêve, ça serait de développer mon coaching et que Human, ça marche super bien et qu'on puisse en ouvrir plusieurs, quoi. C'est quoi comme type de coaching que tu fais? Alors moi, je me suis spécialisée vraiment dans le mindset et justement sortir des croyances limitantes. Et je travaille aussi pas mal avec des gens qui ont fait déjà une thérapie, mais qui ont toujours des comportements d'addiction. Et en fait, voilà, c'est un peu ma base. Ça fait écho en fait à mon parcours et c'est là où je sais le mieux accompagner les gens pour trouver des solutions et casser en fait des programmes parce que c'est des programmes en fait qu'on a dans la tête
et casser ces programmes-là pour avancer, parce que des fois, on a fait une thérapie, on sait ce qui se passe, mais ça change pas. Et c'est pas la volonté, c'est pas qu'on veut pas, mais c'est juste que c'est comme si on avait un chemin dans le cerveau, et tant qu'on le déprogramme pas et qu'on change pas les câblages, dès qu'il y a quelque chose qui va s'allumer, hop, on va refaire la même chose. C'est un peu le récompense, stimuler, récompense, stimuler, récompense. On peut savoir que c'est ça, pour autant, pour l'arrêter, il faut des solutions. Et tu couples ça au soin Reiki, du coup? Ouais, ouais. Et tu fais aussi à distance du coaching? Oui. À distance, j'en fais aussi, bien sûr. Moi, je mettrai de toute façon tes liens pour les auditeurs si jamais ils veulent se faire coacher par toi. Et donc, est-ce que donc tu disais que c'était pas forcément comme tu l'avais imaginé. Alors, qu'est-ce qui t'a peut-être surprise un peu dans ta reconversion dans l'entrepreneuriat? Ce qui m'a surprise, c'est justement ces peurs qui ont ressurgi, vraiment de sous le placard. Moi, je pensais avoir confiance en moi, mais en fait, c'était un masque de confiance que je m'étais créé. Donc, j'ai dû vraiment faire face à un gouffre de peur. Donc ça m'a surpris. T'avais peur de quoi, du coup? De manquer d'argent? Ouais, le financier. Alors, l'instabilité financière, en fait. Et ça, je pensais que j'allais gérer. Et en fait, ça a mis du temps à ce que la peur devienne plus rationnelle. Parce qu'en fait, c'était irrationnel. C'est-à-dire que même si j'arrivais à payer mes factures, j'avais peur. Et je suis encore un peu dans cette énergie de au cas où. Donc, j'ai du mal à dépenser l'argent que je gagne parce qu'on sait jamais quand ça va s'arrêter. Mais en fait, je pense que c'est normal et que on apprend. Mais il y a ce côté-là qui m'a surprise. Il y a aussi le côté où, quand tu lances ton entreprise, tu penses quand même à la place de tes clients ou des gens. Tu te dis, tiens, c'est ça qui va marcher, ils vont aimer ça. Et en fait, t'es surprise parce que le résultat, c'est pas forcément ce que t'avais pensé, quoi. Les gens, ils aiment pas forcément ce que toi t'adores. Ils pensent pas forcément ils viennent pas forcément pour la raison que tu penses qu'ils viennent. Enfin, tu vois. Et alors, quel conseil tu donnerais justement pour, voilà, quand on a des peurs, des croyances limitantes, bon, alors c'est l'objet de ton coaching, hein, bien sûr, mais est-ce que tu aurais peut-être un premier conseil pour essayer de dépasser ça par soi-même, tu vois, pour les auditeurs, si ils ont, tu vois, un peu un petit blocage comme ça? Ouais. Alors déjà, c'est identifier la peur. On a peur de quoi? Les émotions qui viennent avec cette peur. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est dérouler. Et si ça arrive? Et si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Pour aller vraiment au fond. Parce que souvent, on a peur et quand on déroule, ce qui arrive, c'est mourir. Parce qu'en fait, c'est ça la peur la plus fondamentale. Et du coup, de dérouler tout ça et en face, de faire comme 3 colonnes. Au milieu, de se dire, OK, quelles sont les croyances qui sont liées à ces peurs? Par exemple, je sais pas, j'ai peur. Bah, manquer d'argent quand je me reconvertis, c'est aussi une bonne peur. Ouais, voilà, j'ai peur de manquer d'argent et en fait de voir les croyances. Est-ce que c'est, je crois que ça va être difficile. Je crois que je suis pas assez bonne. Je crois pas en mon projet. Vraiment aller gratter toutes les croyances négatives qu'il y a autour de cette peur et ensuite de trouver les pendants positifs et des actions qu'on peut mettre en place pour dire en fait je crois pas en mon projet. Qu'est-ce que je peux faire pour corriger ça en fait? Quelle action va me faire me sentir mieux? Est-ce que c'est un coup de fil à un ami, mettre en place un plan financier, de demander à un comptable, j'en sais rien, il y a plein de solutions après à mettre en place pour ça, quoi. Et tu penses que c'est possible d'avoir aucune peur, aucune croyance limitante? Non. Non, franchement, non, je pense pas. Parce qu'on est tous conditionnés par ce qu'on entend, ce qu'on vit, ce qu'on voit. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est pas du tout une critique des réseaux sociaux, mais je trouve que on voit pas la réalité en fait sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est pour ça que moi, il y a plein de gens qui me disent ouais, ça cartonne Human, tu l'as lancé il y a un mois, c'est fou, trop bien, félicitations. Et moi, je dis merci, bien sûr, parce que c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est aussi difficile. Et c'est ça que je veux communiquer, c'est que on n'a pas besoin de faire semblant en fait. On peut à la fois être heureux et à la fois avoir peur. On a plein d'émotions qui nous traversent tout le temps. Et c'est pas parce qu'on a peur qu'on n'est pas heureux. C'est pas parce qu'on est triste qu'on n'est pas heureux. C'est pas parce qu'on est angoissé qu'on n'est pas heureux. Ça peut cohabiter à l'intérieur et surtout en étant entrepreneur et surtout au début dans un changement. Un changement c'est de l'instabilité. Donc c'est comme s'il y avait un peu des vagues quoi, c'est une sorte de machine à laver ouais, on a le droit de changer d'émotion 3 fois par jour et c'est pas grave en fait.
Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, franchement, c'est que quand il y a une situation qui est épineuse et quand vraiment, voilà, il y a quelque chose qui me dérange, c'est de regarder ce qui est en miroir avec moi-même. Donc, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose chez quelqu'un où je vais pas supporter, je vais me dire, OK, qu'est-ce que ça révèle chez moi? Pourquoi ça me met autant en colère? Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? En fait, qu'est-ce qui est juste pour moi? Où je me situe par rapport à ça, en fait. Donc, par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui va, annuler au dernier moment et ça me met en colère. Et en fait, ça vient toucher comme une estime de moi. C'est ça qui me met en colère, c'est mon ego qui est en colère. Oh, comment on pourrait me faire ça? Et du coup, en fait, de le voir, je me dis, OK, donc je suis pas en colère contre la personne. La personne, si elle a annulé au dernier moment, c'est qu'elle a eu la possibilité. Donc peut-être que la prochaine fois, je dis que toute séance annulée moins de X temps à l'avance est due. Et comme ça, c'est juste pour moi, je me déplace pas pour rien. La personne, quand elle prend un contrat, quand elle prend une séance, elle sait. Et donc, si elle annule au dernier moment, elle paye. Et en fait, tout est du coup plus facile, plutôt que de s'énerver, de se dévaloriser. Et j'ai pris cet exemple, mais ça peut être tout. Oui, par exemple, quelqu'un nous dit quelque chose, on le prend super mal, et en fait, c'est parce que, au fond de nous, on a quelque chose qui vraiment, qui nous fait réagir instinctivement, très négativement. En fait, il y a plus que juste la petite réflexion, souvent. Ouais. En tout cas, c'est vraiment un super conseil. Un grand merci, Marine, pour tout ce que tu as partagé. Déjà, je trouve que ta façon de parler très calme, ça fait du bien, ça apaise aussi. Donc, je mettrai les liens pour les auditeurs qui voudraient découvrir ce que tu fais et puis peut-être prendre une séance avec toi, donc à Human Project. Super, merci beaucoup en tout cas, c'était super. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.